le bord du Saint-Laurent. Puis, pampan, c'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles. Talilala, lalilala, pip, pampan, c'est l'amour, talilala, lalilala, talalalilala. C'est sur les bords du Saint-Laurent, entre Québec et Blanc-Sablon, dans un pays autrefois peuplé de chasseurs de caribous, les faits et gestes d'une grande aventure industrielle qui réalise les rêves d'un découvreur. C'est sur les bords du Saint-Laurent, en vue du pont de Québec, un endroit paisible nommé Cap-Rouge, où Cartier, à l'automne de l'an 1541, abritait ses navires pour y passer l'hiver. Nous fûmes avec 2 barques, amont le fleuve au-delà de Québec, pour y voir un havre et une petite rivière qui n'a pas plus de 50 pas de largeur, et les navires tirant de 3 brasses d'eau peuvent y entrer de pleine mer. Des 2 côtés de la rivière, il y a de fort bonnes et belles terres, pleines d'aussi beaux et puissants arbres que l'on puisse voir au monde. Mais Cartier n'a pas oublié que les ministres du roi ont fait la moue sur ces arbres, bien qu'ils fussent fort grands et beaux. Et sachant bien ce que les rois et les amiraux espèrent entendre, il continue ses récits du Cap-Rouge. Sur cette haute falaise, nous trouvâmes une belle fontaine très proche du fort, joignant lequel nous trouvâmes bonne quantité de pierres que nous estimions être diamants. Peut-on reprocher à un grand capitaine une erreur en cette difficile matière de la minéralogie? Longtemps, une province blanche a été plutôt connue pour ses œuvres domestiques et artisanales qui valent bien, en vérité, leur pesant d'or. Et encore aujourd'hui, dans la chambre d'en haut, les vieux, les jours d'hiver, s'appliquent aux parcimonies de la Catalogne. Cartier estimait à leur valeur ces réserves de silence et de travail. Mais il avait tort de trouver mieux encore pour effacer la moue des petits et grands seigneurs. Pourquoi il affirme: sur le bord de l'eau, nous trouvâmes certaines feuilles d'un or fin aussi épaisses que l'ongle. Peut-on reprocher à un grand découvreur hiverné à Cap-Rouge de s'être laissé éblouir par les cristaux du gel, puisqu'il savait par ailleurs voir avec les yeux d'un homme instruit des choses de la terre toutes les couleurs des feuillages et des saisons avec lesquelles il faut compter pour passer l'hiver, puisqu'il savait aussi regarder avec les mots et les yeux du poète tous ces paysages, cherchant à deviner par quoi ils deviendront pays. À l'ouest de la dite rivière, il y a, comme il a été dit, plusieurs beaux arbres, et en outre, il y a de plus beaux érables que l'on en voit en France. Savait-il, Cartier, que cet arbre de l'imagerie ferait plus pour l'avenir de ces pays que toutes les pierres du Cap-Rouge? Estimant à sa valeur le temps perdu à regarder, il s'émerveillait de toutes choses, avec les mêmes yeux éblouis autant par les neiges blanches que par les moindres reflets dans la pierre qu'il prend à témoin pour dérider la mine des ministres. Au bout du dit près,
on voit des veines de l'espèce des minéraux qui luisent comme or et argent. Peut-on reprocher au premier cartographe du fleuve d'avoir enjolivé ses portulans de quelques pierres précieuses? D'ailleurs, on lui forçait la main et réclamait en haut lieu des minéraux de l'espèce de ceux qui luisent au soleil. Et on n'était pas satisfait par les brillances du Caplan et par le soleil aux mailles des bonnes ou mauvaises pêches. C'est pourquoi il répète inlassablement la même erreur. En quelques endroits, nous avons trouvé des pierres comme diamants les plus beaux, aussi merveilleusement taillés qu'il soit possible à l'homme de voir. Et lorsque le soleil jette ses rayons sur ceux, ils luisent comme si c'étaient des étincelles de feu. D'où naquit le proverbe « faux comme un diamant du Canada ». Le destin du Canada se fraya un autre chemin sur les marchés bruyants de l'Europe, grâce aux pelleteries dont plusieurs firent leur bonne fortune et d'aucuns se ruinèrent. On peut dire de ce pays qu'il a payé sa place au soleil en monnaie de castor et en monnaie de pécan et de martre et de loutre et de vison, jusqu'aux jours qui ne sont pas tellement anciens, puisque les vieux trappeurs les ont vécus, où un beau renard au pelage noir de l'île d'Anticosti était vendu aux enchères pour plus de 3000 $. Désormais, on ne les chasse plus que pour protéger les poulaillers, puisqu'un renard jaune rapporte à peine la moitié d'un $. D'ailleurs, il ne reste plus de ces temps fabuleux à peine révolus que quelques trappeurs entêtés, quelques anciennes tanneries dans les vieux quartiers de Québec, et un incontestable désir en chacun de nous pour la fourrure du vison et les histoires de carcajou, pour les dents du morse et la peau du phoque, pour la pelisse de caribou et le panache de l'orignal, pour la corne de narval et la fourrure du blanc loup marin et suprême élégance, pour la descente de lit en peau d'ours polaire. Cartier toujours revenait comme à une rengaine à ces arbres suffisants à mâter navire de 300 tonneaux et plus. Simple parole échappée à un navigateur. Mais un tel pays traversé par un tel fleuve aura un jour besoin de navires. Cartier, ramenant dans ses coffres ses faux diamants et ses récits de grands arbres, avait-il prévu que Québec deviendrait un jour 3e constructeur de navires du monde? Mais quand le bois fut remplacé par l'acier, pour bâtir ces navires de 40 000 tonneaux et plus, il fallut chercher la matière première que Cartier rapporte avoir aperçue à Cap-Rouge. De l'autre côté de la dite montagne, et au pied d'Issel qui est vers la grande rivière, se trouve une belle mine du meilleur fer qui soit au monde. Peut-on reprocher à l'auteur du plus beau des récits de voyage d'avoir un peu exagéré le poids et la couleur d'une pierre du Cap-Rouge? Cependant, les prospecteurs du roi finirent par trouver ici et là quelques pierres précieuses de la nature de celles qui brillent au soleil. Et entre autres, dans la vallée de la rivière du Gouffre,
à 60 milles en aval de Québec, certains gisements du meilleur fer qui soit au monde. Cependant, cette mine, une des premières du pays et la doyenne de la Côte-Nord, dut à plusieurs reprises abandonner ses activités. D'abord parce que la présence du titanium encrassait les hauts fourneaux de l'époque, et plus tard parce que les procédés de traitement demeuraient trop coûteux. Ce qui justifia le dicton autrefois célèbre, la mine mina la bourse des mineurs. Les gens d'un village voisin étrangement nommé Pissec s'engagent à la petite journée, dans l'espoir que cette fois le travail dure plus que leur peine. Ils ne craignent pas une mine où l'homme reste évident et, pour ainsi dire, matière première. Parce qu'ils en ont l'habitude, ils ne craignent pas qu'on leur dise un jour ou l'autre que la mine n'opère plus, et ils savent, pour l'avoir déjà vu, qu'alors les sources dans les trous abandonnés referont les oxydes et les reflets, réduisant un village à son nom de misère. D'où vient ce nom de Pissec donné au village d'une mine de fer? Les hommes de cette montagne, entre les fastes du fer, ont défriché une terre aride et hautaine, où les roches aiment la langue rugueuse des mousses, où les herbes sont facilement tuées par le soleil, où les enfants et les chiens vont chercher l'eau à la source éloignée, où les vaches, tellement l'herbe est maigre, ont le pis sec. À Pissec, les maisons vieilles depuis toujours ont vécu de peine et de misère grâce à une patiente économie et aux acquêts d'une mine abandonnée puis reprise à tout hasard par la chance. Tandis qu'ailleurs les villes n'ont pas de passé, une mine à peine découverte, à peine jaugée, et avant même que la forêt soit prévenue, une ville surgit à son tour, excessivement neuve et entièrement à crédit. Il suffit de quelques chiffres compulsés par les géologues pour faire naître d'un coup de baguette une ville au bord de la mer, destinée à recevoir d'une autre ville au bord de la toundra, à 200 milles plus au nord, le fer qui ne parviendra que dans quelques années à ce port-quartier. Et on dirait que toute la terre est peuplée de chercheurs d'or. À Knob Lake, au service d'une mine déjà en opération, toutes ces maisons ne sont en vérité que des tentes destinées à durer le temps de déplacer une montagne de fer. Alors quelqu'un dira la légende d'une ville qui n'était pas faite pour durer, morte dans la toundra. Il était une fois un Indien montagnais, chasseur de caribous, ayant quitté son village au bord de la mer à la poursuite du gibier migrateur. Soudain devant lui rugit une bête qu'il n'a jamais aperçue dans aucune forêt, dont il n'a jamais entendu parler dans aucun récit de sa tribu. Juste au moment où il songeait qu'il ne risque guère de rencontrer à 300 milles dans tous les sens de la rose d'autres traces que ses propres pistes ou celles de son frère. 300 milles à la ronde de forêts de brûlés de toundra ne prouve rien puisqu'il se trouve devant un passage à niveau et le mille-pattes roulant et bourdonnant d'un train de minerais. 100 wagons qui descendent vers la mer et un Indien qui les regarde incrédule cherche les traces de 100 caribous de plus en plus lointains. Et la légende parlera d'une montagne disparue, d'une ville effacée de caribous revenus et de 350 milles de rails.
de 100 wagons de minerais qui aboutissent à un cargo de 60 000 tonnes, à une rampe de chargement, à quelques gros navires à l'ancre dans la baie, attendant leur tour. Dans cette baie magnifique, où en 1951, il n'y avait que 6 ou 7 îles, un village indien et quelques pêcheurs, maintenant une ville avide, disparate, comme un gros champignon accroché à l'arbre du chemin de fer, s'engorge d'arrivage. Une ville qui ne produit rien, qui n'a pas le temps d'attendre, qui s'installe à toute allure, qui n'arrive pas à suffire à ses besoins et qui a tout reçu de la mer parce qu'elle précède les chemins qui n'arrivent pas à la rejoindre. Goélettes, cargos, traversiers déchargent tout ce qu'il faut pour construire une ville et l'habiter. Une drague noire dispute avec le miroir aux alouettes de la mer ses effets de boue et de fumée. Et dans le sable où l'on écrit les légendes et où l'on creuse les quais, une ville déjà surfaite pour se justifier raconte l'histoire d'une journée bien employée. Ce jour-là, le dernier pêcheur de cette île, sur la grève de sable fin où la mer déroule ses souvenirs de vent et d'espace, rassemble les filets de sa journée. Et le même jour, à la même heure, 2 chômeurs rongent un chou et leur frein pour dîner, en rêvant aux gestes de pêche de leur village, l'un de Terre-Neuve et l'autre de Gaspé. Le dernier pêcheur d'un village disparu dans une ville ne chôme pas, et toute la mer lui appartient, et il fait de bonnes affaires. Cependant, il côtoie 2 chômeurs, autrefois pêcheurs, et qu'une ville qui emploie tous les passants n'a pas employé pour l'instant. Personne ne prétend avoir raison contre l'autre. Et les pêcheurs de toute la mer viennent chercher fortune dans cette ville, aux limites du sel et du sable, qui garde la part du rêve, qui ne prétend pas détruire la mer, et qui démolit l'église d'un village de pêcheurs. Ce jour-là, une ville neuve bouscule un passé qui ne voulait pas s'imposer, et qui s'était pour le dimanche construit une église en bois peinturé, une simple église de pêcheurs qui regardait la mer bien en face. Mais le passé qu'on veut effacer résiste. Il embellit, il discute, il harmonise et donne quelques idées folles et non préconçues à une église neuve et bien endimanchée qui tourne le dos à la mer. Ce jour-là, un restaurant bon accueil qui se souvient avoir été cabane de pêcheurs voisine avec des magasins ultramodernes qui se nomment Labrador ou Baie du Son ou Terre-Neuve. Et le même jour, à la même heure, au beau milieu de cette ville étrange, un village de roulottes se réserve la possibilité de fuir si le vent tourne. Cependant, une roulotte moins craintive que les autres cherche à se faire maison. Ailleurs, de pauvres cabanes de travailleurs veulent se faire roulottes sans roues pour tromper les départs et distraire les malheurs. Comme si on pouvait être nomade du fer aussi bien que nomade du caribou. Et parmi toutes les précarités d'une ville neuve, ce jour-là, la permanence d'un village indien, avec ses désordres et ses abandons, ses départs incessants et ses constances à demeurer là où il ne reste qu'un seul pêcheur,
là où chaque été tous les montagnards reviennent avec la patience d'une race de chasseurs de caribous. Les petits des Indiens poursuivent dans leur jeu des exploits de télévision, sans réaliser que les brillants bungalows avoisinants convoitent la place qu'ils occupent au bord de la mer et au cœur d'une ville à peine terminée, des gens un peu prétentieuses, des gens un peu arrogantes. Ce jour-là, cependant, un seul pêcheur de flétans suffisait pour faire de cette île un village de pêcheurs. Attirés par les éclats du grand miroir aux alouettes, les gens viennent de tous les rivages et de très loin construire une ville, un quai, un port et un royaume. Matelots de Charlevoix, manœuvres des grandes villes, trappeurs des Escoumins, draveurs de la baie des Moutons, fermiers de la rive sud, pêcheurs de Gaspésie, chasseurs de loups marins du Labrador, chasseurs de baleines de Terre-Neuve, chasseurs de caribous de Fort Chimau, deviennent les maîtres et les esclaves de ces drôles de bêtes parmi les hommes. Ils mènent de grands combats contre le rocher, la montagne, l'espace et le bouclier précambrien. Ils sont armés jusqu'aux dents de camillons au nom burlesque. Hercule, Goliath, Samson, Titan ou Bulldog. Ils sont armés jusqu'aux dents de foreuses qui déchirent le silence. Et ces étranges insectes hallucinants bourdonnent et grugent les dents de la terre et engloutissent les visages de cet homme qui a entendu l'appel « Laisse là tes filets et suis-moi ». Comme une nouvelle espérance, ces mots ont couru sur toute la côte du Nord, sur toutes les îles, sur toutes les campagnes, sur toute la terre. Ils ont tenu le rêve éveillé. Ils ont pesé dans les travaux du jour. Ils ont remplacé la pêche miraculeuse. Et petit à petit, les pêcheurs ont laissé leurs chaloupes, les petits moteurs à deux temps, les femmes, les enfants, la mer, le vent, et quelque chose de limpide et de vaste qui entoure les îles pour se joindre à l'attaque véhémente. Toute une armée d'hommes qui ont laissé là leur filet monte à l'assaut de toutes les matières, de la distance, de l'espace et de la terre, au service d'une foi qui déplace les montagnes.
fin de campagne, ils auront construit 200 000 de chemin de fer pour relier la mer à une mine située près d'un lac Janine, quelque part aux limites boréales de la forêt. Dans un pays où la neige dure 4 saisons, parmi les cimetières de pneus, se perdent les visages et les mains de 15 000 hommes de toutes sortes, d'une baie contenant 7 îles, de 100 navires de 40 000 tonneaux et plus, d'un village disparu, d'une église démolie, d'une barque échouée, d'un pêcheur qui pêche, d'un village indien dans une ville neuve. « 15 000 hommes de toutes sortes travaillent tête baissée sur 350 000 de rails, 100 wagons par convoi, 6 convois par jour et une montagne de fer pour parvenir à satisfaire l'appétit de 4 ou 5 pelles mécaniques au fond d'un trou noir où brille la rouille des diamants du Canada. Peut-on reprocher à un grand navigateur ayant passé l'hiver de l'an 1541 à Cap-Rouge la naissance du proverbe « faux comme un diamant du Canada ». Au pays de Neuve-France, pays des goélands, des loups marins, des gibards, des dauphins blancs, des îles merveilleuses, des glaces flottantes et des hommes, qui se trouvent en travers du fleuve entre Québec et Blanc-Sablon, et y compris marais, récifs, archipels, battures, sablons et mirages. C'est sur le bord du Saint-Laurent, pipe, enfin c'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait 3 jolies filles, il y avait 3 jolies filles, il y avait 3 jolies filles. Taridala, pipe, enfin c'est l'amour, taridala, taridala.